Guermaz. Qui est donc Guermaz? Guermas, c'est une énigme parce qu'on ne le voit jamais. Moi, il y a des années que je le connais, et en fait, il y a quelques jours que je sais un peu quelque chose sur lui, sur sa vie. Nous devons à Donato Rodoni, cinéaste suisse, de riches entretiens enregistrés en 1992 et qui éclairent la pensée esthétique de Guermaz. J'ai connu, nous dit Donato, M. Guermaz, lors de mon séjour parisien de 1976 à 1981. Étudiant, j'habitais à Paris, 26 quai du Louvre, comme Guermaz. Il peint des tableaux, me disait le propriétaire du Bistroquet, le restaurant du rez-de-chaussée. Dites-lui qu'ils sont beaux, ça lui fera plaisir. Pour moi, M. Guermaz, c'était le concierge que je voyais nettoyer les escaliers de l'immeuble, faire des réparations. J'ai appris à le connaître. Il s'est fait discrètement connaître à sa façon. Il n'aimait pas le business. Je peins pour les amis qui savent où je suis. À notre tour, grâce à Donato Rodoni et à deux poètes et critiques d'art, Alain Bosquet et Jean-Dominique Ray, redécouvrons Guermaz. Il est né en Algérie et il a commencé très tôt à dessiner. Sur les murs, avec un morceau de charbon, il dessinait déjà comme ceci. Donc petit à petit, il a dessiné davantage et il est allé à Oran, où là il était en quelque sorte dans une école de beaux-arts et où il a appris un certain nombre de choses comme ceci. Et puis après, assez vite, il est venu à Paris. Alors à Paris, il a fréquenté à la fois Montmartre et Montparnasse. Montmartre pour vivre, en faisant des caricatures, et Montparnasse parce qu'il il allait dans les académies à la Grande Chaumière pour le dessin. Et là, en même temps, il a rencontré beaucoup de peintres. Il a connu les principaux peintres de sa génération ou des générations antérieures, comme Clavé, comme Pelayo, comme surtout des Espagnols. Ceci peut-être parce que tout ça, c'est un peu le même milieu méditerranéen. Donc il a vécu difficilement en faisant des caricatures, comme un certain nombre de peintres à l'époque. Très tôt, en Algérie comme en France, Guermaz fut reconnu par la critique, les galeries et les amateurs d'art. Mais cela ne suffisait pas pour vivre. Aussi, parallèlement aux expositions personnelles ou collectives et aux ventes privées, Guermaz a longtemps eu une activité alimentaire. Et puis, petit à petit, je ne sais pas si le terme lui conviendrait, s'il l'accepterait, mais il est devenu petit à petit presque un peintre à part entière. C'est-à-dire la peinture est devenue l'un des pôles essentiels de sa vie. Il est difficile et hasardeux de transformer en mots les valeurs de la peinture. Cela vaut tout particulièrement pour les œuvres d'un Guermaz, travaillant sans relâche à une souveraine maîtrise de la couleur, dans une construction simplifiée à l'extrême. C'est toujours difficile de parler de peinture. Et puis, c'est difficile de parler d'un peintre comme Guermaz, qui est un homme très, très mystérieux. Il a l'air comme ça tout extérieur, tout en parole, parce qu'il parle admirablement bien. Et puis, en fait, il parle très peu de lui. Il se masque un peu. On a l'impression qu'il avance toujours comme ceci derrière un masque, où il se réfugie parce que ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui est l'ego, comme il dit, pour lui, c'est secondaire. Alors, c'est très difficile. Moi, il y a des années que je le connais, et en fait, il y a quelques jours que je sais un peu quelque chose sur lui, sur sa vie. Parce qu'il a toujours été extrêmement discret et en même temps secret. Et en définitive, ces qualités-là se retrouvent aussi dans sa peinture. Entre l'homme et l'œuvre, entre le comportement et la façon de peindre, il n'y a pas de différence. En dehors de ça, il n'est pas du tout dans le coup, dans la mesure où, depuis, je ne sais pas moi, 10-15 ans, il est totalement en dehors des circuits des galeries.
Il a eu à un moment une galerie qui a été une sorte de miracle dans sa vie et qui s'est intéressé à lui, qui l'a exposé, il lui a fait de belles expositions, qui a fait qu'il a été connu et reconnu d'un certain nombre de critiques, d'un public. Et puis la galerie a disparu, lui n'a jamais essayé de reprendre contact avec d'autres galeries. Il attend peut-être que le miracle se renouvelle une seconde fois, mais pour lui l'essentiel c'est de peindre. Il ne veut pas être embringué dans une sorte de mouvement ceci qui serait une contrainte pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'une grande indépendance, qui a besoin de marcher dans la rue, de regarder, d'être libre et de parler, de dire ce qu'il a envie de dire, à la fois par la parole, et il parle admirablement bien, sauf quand il s'agit de lui, où il se masque, et qui parle admirablement aussi de la peinture. Et qui a un bon jugement sur la peinture contemporaine, qui a un jugement très, très sain, comme ceci. Il voit bien les choses. Guermas, c'est une énigme parce qu'on ne le voit jamais. Il a exposé à Paris il y a déjà plus de 10 ans, je crois, la dernière fois. En tout cas, dans une exposition seul. Et il se tient tout à fait à l'écart. Et c'est quelqu'un dont on parle peu de temps en temps. On dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu, Guermas? Et puis personne ne peut répondre à ce genre de questions. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le circuit, c'est un homme très seul, et c'est surtout une œuvre tout à fait solitaire, et qui ne tient pas du tout compte, ou très peu compte, du courant général. Et je me dis qu'aujourd'hui, à 73 ou 74 ans, c'est un homme qui a une place tout à fait à part, sans doute parce que il n'a pas participé au mouvement général de la peinture, et tout ça c'est au pluriel, il y a plusieurs mouvements évidemment. Mais je pense que la grande vertu de Guermas, c'est d'être en plein Paris un peintre solitaire et de ne pas beaucoup s'occuper des modes. Alors si j'avais moi à faire un livre des peintres sans concession, il est évident que Guermas aurait une des plus belles places. Dans son petit logement atelier du quai du Louvre, où l'hébergeait gratuitement la fille de Georges Rouault, moyennant quelques travaux d'entretien de l'immeuble, Guermas, silencieux, discret, fuyant le bruit et l'agitation, poursuit avec patience une recherche originale, qui ne tolère aucune concession à la facilité, au frivole, au but du jour. Nous avons la chance de nous rendre dans l'atelier de Guermas, où il nous parle de son métier. En principe, lorsqu'on prend une toile, la première des choses à observer, c'est attentivement du reste, et comme une espèce de prière, emplie de ferveur, de regarder déjà la qualité de la toile. La fibre de la toile compte beaucoup. Donc c'est selon la caractéristique de la toile, elle peut être fine, elle peut être d'un gros grain. C'est donc au peintre de voir selon la matière, selon je dirais même la densité de la toile, à donner l'harmonie nécessaire et convenable. La première des choses à voir, c'est de se concentrer sur la teneur des fibres de la toile. De même que pour un sculpteur, il regarde aussi la fibre du bois. Et ceci est très important. Ceci est très important parce que c'est le mariage, en quelque sorte, sacré, du pigment avec le matériau, qui peuvent être aussi bien la toile que le bois. Une fois qu'on a assis cette structure, en quelque sorte, de même qu'il y a les fondations pour une maison, les fondations, c'est quelque chose d'important. De même pour une toile, il faut préparer la base, les bases solides. Et pour cela, il faudrait une certaine compréhension, je dirais même une certaine culture quant à la chimie, voire même l'alchimie de la couleur.
Un peintre, généralement, on dit barbouille, péjorativement. Mais on peut peindre un tableau, mais le structurer, non pas d'une manière rigide, mais en ayant le sentiment qu'on fait une œuvre d'art. Autrement dit, que le sentiment prime la forme elle-même. Pour la première étape, qui est très importante, il s'agit d'achafauder, d'architecturer la toile. Généralement, ce sont des lignes droites. Et au fur et à mesure que le tableau avance en valeur et en orchestration, on cherche quelques courbes maîtresses, très peu, pour rompre le rythme vertical de l'œuvre. Mais d'abord, il faut ce qu'on appelle construire. De même, quand on construit une maison ou un temple, il y a les fondations, il faut que ça tienne solide. Alors, c'est l'angle droit. Et tout ce dessin, cette structure de couleurs doit jouer en fonction de la lumière. Tel temps chaud rappelle un temps froid, mais il y a les intermédiaires qui jouent. Et les intermédiaires dans le temps, ça peut être un blanc neigeux ou un blanc légèrement teinté, qui unit ça à ça. Mais pendant que je cherche le temps chaud et le temps froid, je cherche aussi les courbes et les lignes que je peux situer dedans. Ou je cherche aussi l'architecture rigide et droite qui évolue dans les plans. Alors il faudrait donc un alliage, un mariage de la verticalité et de l'horizontalité. Alors la fonction du tableau, c'est justement de donner à voir avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'harmonie, mais avec très peu d'éléments plastiques. Alors avec plus ou moins de bonheur, on peut atteindre ou ne pas atteindre. Alors l'effort du peintre, c'est d'essayer d'arriver à cette chose-là, comme en musique d'ailleurs. De même en poésie, moins il y a de mots, plus le poème est fort. Il y a deux tendances chez lui. Il y a une tendance qui est faite de matière et qui n'abandonne pas complètement aujourd'hui même, et où la matière accroche la lumière en quelque sorte, et où il y a une sorte d'épaisseur sur la toile. Alors, et en même temps, c'est une tendance qui est un peu plus figurative chez lui. Ce sont des murs, ce sont des maisons, des constructions, des choses comme ceci. Et en dehors de ça, mais ça c'était beaucoup plus évident il y a une vingtaine d'années à peu près. Tandis que maintenant, l'évolution a fait qu'il a décanté de plus en plus, c'est-à-dire petit à petit, il ôte tout ce qui est anecdote, et qu'il était obligé de faire passer par exemple dans les caricatures ou dans les dessins de cet ordre-là. Et petit à petit, dans sa peinture, il ne veut retenir que l'essentiel. Son style, fait de suggestions savantes et nuancées, ne relève d'aucune école à proprement parler. Guermaz exprime avec ses toiles et ses pinceaux un univers qui lui appartient dans l'absolu. Quand il a commencé, il était bien entendu influencé par tout ce courant en peinture, un courant philosophique, un courant cosmique peut-être, qui est de montrer les variations de la matière, c'est-à-dire de la matière brute, des espèces d'étoiles, des espèces d'écorces, des mouvements, une sorte de grand bouillonnement sans image et sans dessin particulier, et c'était ce que l'on faisait à l'époque. Même des gens comme Jean Dubuffet étaient un petit peu pris là-dedans. C'était la belle époque qui est venue tout de suite après les premiers alunissage, et on s'est dit, il y a eu comme ça un mouvement dans le public, dans le subconscient, des personnes qui se sont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet espace? Nous allons le conquérir. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les antimatières, les galaxies? On avait tout un vocabulaire, toute une obsession de l'espace et de la matière, de l'antimatière, des corps noirs, enfin tout le vocabulaire scientifique qui tout à coup est descendu sur la population. Inutile de dire qu'il reste très peu de choses de tout cela, parce que renverser de la matière sur une toile, ça va pendant 20 ans, et puis après tout le monde en a assez.
puis l'expérience est finie. Et donc Guermas, qui avait fait de très jolis corps célestes comme ça, mais un peu flous, un peu improvisés, et ensuite peut-être des choses un peu plus cristallisées, un peu plus minérales, ça a disparu. Petit à petit, je crois que vers les années 82, 84 par là, il y a eu dans sa production tout à coup un développement et une sorte de nécessité d'aller vers autre chose, c'est-à-dire tout de même de montrer quelque chose de très architecturé, de très précis et à la fois de très rêveur. Alors, c'est surtout un peintre de la lumière, comme on peut l'être quand on est méditerranéen. C'est-à-dire, la lumière dans les pays comme l'Algérie, comme le pourtour méditerranéen, bouffe un peu tout, mange un peu tout. Et donc, on ne peut en retenir que ce qui reste. Et chez lui, il n'y a que cette décantation suprême de la lumière, où il reste juste des petits points lumineux, des petites taches de rouge, un rouge ici, un jaune ailleurs, dans une sorte je dirais pas de brume, parce que c'est pas une brume, mais dans une espèce d'atmosphère très, très diluée, et qui est, je crois, une sorte de quintessence de la lumière. Alors de quoi sont faits ces paysages? D'abord, ce ne sont pas des paysages reconnaissables, ce n'est pas une région de la Terre qui est connue, ce sont des paysages mentaux, évidemment, mais qui ressemblent à des paysages, c'est-à-dire qu'on peut voir de l'espace, on peut voir une sorte d'horizon, et on peut voir un crépuscule, on peut voir la nuit, on peut voir le jour, toutes les variations de la lumière, et on est dans un paysage idéal, ou idéalisé, comme on veut. Il y a une sorte d'équilibre entre le vrai paysage inexistant ou abstrait d'une part, et d'autre part des objets. Alors on a l'impression un peu terrifiante au début que le paysage est habité par des nappes, des corbeilles, mais pas vraiment des nappes, on ne les reconnaît pas tout à fait, et pas tout à fait des corbeilles, mais enfin on en voit quand même des présences comme ça. Alors il y a un deuxième temps, Guermas a parfaitement compris avec des bleus très foncés, des noirs, des gris, des bruns, que peut-être il fallait un peu éclairer là et donner à tout cela un ton moins crépusculaire. Alors tout à coup, il y a, un peu plus tard, vers 86 par là, il y a le même genre de paysage non identifiable, mais avec beaucoup de vide. Il y a du blanc, c'est-à-dire qu'il y a un appel à peupler ce paysage. On ne sait pas par qui. Il y a des vides, il y a des trous. Il y a donc un paysage qui est accueillant, qui est plutôt blanc. J'aime beaucoup les blancs de Guermas. C'est des blancs très variables, c'est des blancs métalliques, c'est des blancs un peu bleutés, c'est des blancs un petit peu jaunâtres, et des blancs un petit peu ivoire. Tous ces blancs qui sont un petit peu aveuglants quelquefois, et on se dit, tiens, c'est une aurore peut-être, c'est un lever du jour, mais sur quoi? Et bien entendu, il voulait en quelque sorte nous apporter une image du vide, ou de la disponibilité intérieure, c'est comme on dit. Guermas, peintre de la lumière, pourquoi ce qualificatif quand on parle de Guermas? Comment se soutiennent, s'entremêlent et s'engendrent mutuellement sa démarche picturale et sa démarche spirituelle dans cette quête de la lumière?
Oui, cette question qui a été souvent débattue, et de toute façon, elle repose sur un principe fondamental qui est celui justement de donner la cristallisation, de donner la lumière en quelque sorte. Alors l'éclat, la lumière, la transparence préfigurent notre raison d'être, notre attitude intérieure, ce qu'on entend par conscience. Ce n'est pas ma conscience, c'est la conscience universelle. Nous sommes en quelque sorte coiffés par la conscience universelle. Alors pour revenir à la créativité, un peintre, un sculpteur, un poète, un musicien doivent restituer à cet éclat intérieur toute sa ressemblance, toute l'image. Nous retrouvons aussi ici. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il s'agit d'une semence cachée. Et cette semence cachée produit ce qu'on appelle une floraison. Imaginez un papillon avec toutes ses couleurs extraordinaires. C'est ce que nous sommes, mais sous forme éthérique. C'est ce qu'on appelle la lumière. Et cette lumière est gratuite. C'est un don. Et ce don se cultive. On me donne la lumière, je n'ai qu'à me baigner de lumière, un point c'est tout. Cette lumière agit sur moi, mais je n'ai pas à agir sur cette lumière avec un L majuscule. Grâce à nos cinq sens, nous expérimentons la matière. Mais cette matière ne peut être là que si elle est fondée et fécondée par l'esprit. Alors toute œuvre d'art, quelle qu'elle soit, doit invoquer la lumière, ne serait-ce que reflet, puisque nous sommes le reflet de Dieu. Et dans un reflet, il y a quand même un miroitement de lumière. Voici pour la lumière, mais le silence. Quelle est la relation entre la lumière et le silence? Et que veut dire le silence pour Guermaz, qui vit en plein Paris, où le bruit est partout présent? Il faudrait aller au-delà des mots. C'est ça l'au-delà. Au-delà des mots, au-delà des conceptions et au-delà des concepts. Il ne s'agit pas de renier le sol ou de fuir l'endroit où nous sommes, mais il s'agit de le voir sans concept. Il faut savoir discerner le grain du livret, mais il faut les laisser pousser. L'ombre existe, la lumière existe, pour revenir à la lumière de tout à l'heure, et le silence. Dans le silence, j'accepte et la lumière et l'ombre. Ce sont des oppositions, mais qui vivent ensemble. Souvent, on évoque le peintre, il a un chevalet, il a des tubes, il peint. Il y a le bruit des voitures, etc. Et l'artiste, justement l'art, il évoque l'art, et l'art est sacré dans sa conception profonde. En dépit du bruit, en dépit des voitures, du va-et-vient, du brouhaha, en quelque sorte, il faut se rappeler d'une chose que ce n'est pas le voisin ou le locataire du coin qui fait du bruit. Commençons par voir le vacarme incessant qu'il y a en nous déjà, la ménagerie qu'il y a en nous. Bien. Lorsqu'on prend conscience de ça, un silence, même précaire, s'opère en nous. Ce silence commence à nous habiter progressivement. Le silence opère en vous et ce silence lui-même est porteur de lumière. Et je crois que j'en ai assez dit, mes amis. Roger Dadoum, homme de lettres, a rencontré Guermaz à Oran en 1953. Il est resté son ami. Il parle de lui dans un texte poétique, Voir Guermaz. Il dit « Contemplant telle œuvre des dernières années, domine le sentiment que, hormis quelques filaments imperceptibles, seule la couleur est appelée à triompher. Et sans nul triomphalisme, elle semble se contenter d'être là, d'offrir à notre regard le là de présence et d'allégresse qui institue toute contemplation, même passive, en ressort vital d'une longue patience qui pourrait être sagesse. » Qui donc nous restituera la mort d'Abdelkader Guermaz un 9 août 1996 à Paris, dans le blême oubli d'une salle de l'hôpital Cochin, dans la torpeur lasse d'un mois d'août?
puisque c'est comme ça qu'il est parti, lui, anonyme, nu, pour sa vacance éternelle et suprême.